L'air du tribunal empestait la poussière et la décomposition. Vieille fortune, vieux péché. J'étais assis entre des inconnus qui portaient mon nom. Ils ne l'avaient pas mérité, mais ils le brandissaient comme une arme. Mes parents se tenaient de l'autre côté de la pièce, impeccablement vêtus de noir, tels des acteurs matinaux répétant le deuil. La main de mon père reposait sur le genou de ma mère, son diamant scintillant à chaque fois qu'elle s'essuyait les yeux. Je ne leur avais pas parlé depuis 7 ans, depuis qu'ils m'avaient mise à la porte avec un sac de voyage et la promesse que j'apprendrais l'humilité. À présent, ils souriaient, un sourire doux et entendu, de ceux qui disaient « Tu es toujours l'enfant. Nous avons toujours le contrôle. » L'avocat feuilletait des papiers. Le testament, les dernières volontés de mon grand-père. Lorsqu'il commença à lire, le silence devint si pesant qu'on pouvait entendre le poids de chaque respiration. À mon petit-fils, Elias Ward, je lègue l'intégralité de ma fortune, estimée à 3 500 000 $. Un souffle coupé parcourut la salle. Mes parents, eux, restèrent silencieux. Ils se contentèrent de sourire. La main de ma mère glissa de ses genoux à mon épaule, comme une revendication. « Bien sûr, murmura-t-elle, nous nous en occuperons. » Mais l'avocat tourna la page. « Cependant, dit-il d'un ton plus dur, mon patrimoine sera transféré directement et exclusivement à Elias Ward. Ses parents, Jonathan et Marion Ward, seront exclus de toute gestion, revendication ou contact concernant ces biens. » Leurs sourires s'effacèrent. Je restai immobile. Je les regardais seulement se figer dans le silence, comme du papier qui prend feu. Ce n'était pas une question d'argent. Ça ne l'avait jamais été. C'était une question de lui, mon grand-père, le seul homme qui m'ait jamais vraiment connu. Et maintenant, même mort, il avait posé ses dernières volontés. Mais il y avait quelque chose dans la réaction de mes parents. Ce n'était pas seulement du choc. C'était de la rage déguisée en chagrin. Une comédie, une mauvaise comédie. Mon père serra les dents trop tôt. Ma mère ne pleura pas. Elle attendit de voir si elle devait pleurer. L'audience terminée, ils m'ont abordé dehors, leur voix douce comme du poison. « Elias, » commença ma mère d'un ton sec. « Ton grand-père était désorienté vers la fin. Tu le sais. Nous devons gérer cela avec responsabilité. »« Je vais bien, » dis-je. « Vous n'êtes pas capable de gérer une chose pareille. » Mon père ajouta, « Tu auras besoin d'être guidé. » Guidé, le même mot qu'ils avaient utilisé pour me mettre à la porte. Guidé pour me discipliner. Leur sympathie feinte se fissura quand je ne répondis pas. Mon silence les déstabilisa plus que n'importe quelle dispute. Mais ce qui me hantait, c'était ceci. Comment étaient-ils au courant de l'héritage avant la lecture? Mon grand-père ne leur avait jamais fait confiance. Il avait rompu tout contact avec eux des années auparavant. Pourtant, ils étaient arrivés avec un sourire, préparés. Ce n'était pas un hasard. C'était attendu. J'ai commencé à enquêter le lendemain. Son avocat était âgé mais perspicace. « Votre grand-père était discret, » me dit-il. Il m'a fait promettre de ne révéler à personne le contenu du testament, pas même à la famille. Alors, comment le savait-il? J'ai trouvé la réponse là où je trouve toujours la corruption, dans les recoins les plus infimes et les plus discrets. Des emails, de vieux échanges entre l'infirmière de mon grand-père et ma mère, des mises à jour régulières sur son état de santé, et finalement des mentions de changement de médicaments, de sédatifs, de doses supérieures à celles prescrites. Les dates et heures m'ont retourné l'estomac. Chaque message provenait de l'adresse de ma mère, mais ces réponses étaient trop formelles, trop prudentes, comme si on me dictait quelque chose. J'ai tout imprimé, étalé les pages sur le sol, et les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Les sédatifs, la confusion, le testament rédigé durant ces derniers mois. Il pensait qu'il mourait lentement. Il pensait qu'il avait signé tout ce qu'on lui présentait. Mais ce testament n'avait pas été rédigé par leur avocat. Il avait été fait par un autre cabinet, dans un autre état, une semaine avant sa mort. Il le savait. Il les avait percés à jour. Et pourtant, il m'a laissé les conséquences, l'arme du crime et la blessure. Les résultats des analyses sont arrivés 3 jours plus tard. J'avais prélevé des échantillons dans ces flacons de médicaments, ce qui restait dans la maison familiale. L'analyse médico-légale a confirmé. Des sédatifs étrangers mélangés à ceux qui lui avaient été prescrits. Non mortels, mais suffisamment désorientants pour le rendre sénile et le pousser à signer. Sauf qu'il n'a pas signé leur version. Il l'a modifié discrètement, légalement. Et maintenant, tout ce qu'ils avaient manigancé m'appartenait. Quand je les ai appelés, la voix de ma mère était trop calme. « Elias, mon chéri, je suis content que tu aies pris contact avec moi. J'ai trouvé les emails, les yeux interrompus. Silence, puis un tremblement. Quels emails?
Ce que tu as envoyé à son infirmière. Ce concernant les pilules. Elle a inspiré profondément. Tu ne comprends pas. Nous essayions de l'aider. Il était perdu. Ce n'était pas lui qui était perdu. J'ai raccroché. Le lendemain matin, j'ai remis en main propre une enveloppe scellée à leur porte. À l'intérieur, la correspondance imprimée, le rapport de laboratoire et une phrase écrite de la main de mon grand-père, son dernier mot pour moi. Ne fais confiance à personne qui appelle son avidité de l'amour. 2 jours plus tard, ils sont arrivés à la propriété. Ils n'ont pas frappé, ils ont fait irruption. La voix de mon père résonna dans le couloir. Tu crois que ça tiendra au tribunal? J'attendais près de la cheminée les documents déjà déposés. Chaque appel, chaque courriel falsifié, chaque dossier médical versé au dossier dans le cadre d'une enquête discrète pour maltraitance envers une personne âgée. Je ne crois pas, dis-je, je sais. Les mains de ma mère tremblaient. Nous sommes tes parents, et il était mon grand-père. Sa voix se brisa. Tu ne peux pas nous faire ça. Je la regardai. Vraiment, la même femme qui, à 18 ans, m'avait enfermé à clé en me disant « On récolte ce qu'on sème ». Maintenant, elle tremblait dans la maison qu'elle croyait être la sienne. « Je ne vous fais rien, dis-je. Je ne vous sauve tout simplement pas. » Leurs visages se serrèrent. C'est alors que j'ai compris. La vengeance ne nécessite pas toujours de sang ou de feu. Parfois, c'est le silence, les documents légaux et l'absence de pitié. Ils partirent en silence, leur voiture disparaissant au bout du long chemin de gravier. Je restai à la fenêtre, à regarder la poussière retomber. Le domaine était de nouveau silencieux, trop silencieux. Mais la paix avait toujours ressemblé à de la culpabilité sous un autre nom. Dans le bureau, son portrait veillait sur moi, ses yeux d'un gris froid identique au mien. Je pensais éprouver un sentiment de triomphe. Il n'en fut rien, juste une fin. Ils allaient tout perdre, leur réputation, leur confort, l'illusion du contrôle, et j'hériterais du poids de la vérité. Je me versai un verre de son scotch préféré, m'assis dans son vieux fauteuil et murmurai dans la pièce vide. « Tu avais raison, mon vieux. » Le verre capta les derniers rayons du soleil, vif et pur. Je levai le verre une fois, puis le reposai. Certains héritent de la richesse. J'ai hérité du poids des comptes.